Bonjour, c'est bien. Voilà. Alors donc nous avons l'honneur et le bonheur d'accueillir aujourd'hui Rem Koolhaas pour une conférence qui s'inscrit dans le cycle des grandes conférences d'Arc en Rêve, Ville d'aujourd'hui, Ville de demain. Rem Koolhaas, pour faire court dans la présentation, a une double vie. Il est architecte, concepteur et constructeur de bâtiments de petite et grande taille, programmateur d'études urbaines. Il est aussi chercheur, expérimentateur. Il observe et analyse l'évolution des villes du monde depuis plusieurs années. Je citerai notamment ses travaux sur le Pearl River Delta et aussi Lagos, et aussi Dubaï, et plus récemment l'Inde. Autant de travaux développés dans le cadre d'AMO, AMO qui est l'envers d'Oma, le nom de son agence, Metropolitan Architecture. Et ces réflexions nous instruisent sur le changement radical de paradigme fondé sur le changement d'échelle. Jacques Lévy interviendra en suivant pour dialoguer avec Rem Koolhaas. Jacques Lévy est professeur ordinaire de géographie. Il enseigne aujourd'hui à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il est directeur du laboratoire Coros depuis de longues années. Ses travaux sont centrés sur la ville et la question urbaine. Il a produit de nombreuses publications, notamment le livre Le tournant géographique en 1999. Dans le cadre de ses travaux, il a notamment tordu le cou à l'opposition entre le Nord et le Sud, et tout particulièrement à la dichotomie entre les villes du Nord et les villes du Sud, au regard de l'occidentalisation du monde et je dirais de l'orientalisation de l'Occident. Il a observé, toujours dans ses recherches, le modèle centre-périphérie et le processus d'interaction des lieux du monde qui communiquent avec d'autres lieux du monde. Je retiendrai pour ma part, dans sa présentation, qu'il est professeur ordinaire. Je ne sais pas quel code universitaire ça renvoie, mais en tout cas, ça me fait penser à Pascal, qui écrivait qu'on reconnaît la qualité d'un homme à son ordinaire. Pascal que François Barré aime à citer pour dire l'importance et l'attention qu'il convient d'accorder à l'architecture ordinaire précisément. Donc la conversation s'engagera sur la grande échelle, qui n'ignore pas évidemment les particularités, la singularité des lieux, et un point commun entre Koolhaas et Jacques Lévy est la remise en cause des pratiques professionnelles, des certitudes professionnelles, Koolhaas mettant en cause notamment la planification, dont on sait qu'elle n'est plus opérante pour travailler sur la ville, et ça depuis quelque temps déjà. Jacques Lévy, recherchant d'autres modes d'observation et n'hésitant pas à parler du nécessaire toilettage conceptuel pour penser la ville du XXIe siècle. Voilà, donc Rem Koolhaas. Connexion à l'écran. Hier, j'étais invité au Centre Pompidou dans le contexte d'une conférence sur la grande échelle et indirectement sur le projet du Grand Paris. Et j'ai donc préparé une courte présentation de l'histoire de modernité en France. Parce que je pense que l'état de la modernité en France aujourd'hui est différent dans d'autres pays. Et j'ai aussi en profité pour faire une petite esquisse sur mes rapports avec la vie intellectuelle de la France. Et la compréhension et incompréhension mutuelle qui existe entre notre travail et la France. Je pense que la France n'a jamais pu digérer ce moment dans l'histoire française. C'est le même de Le Corbusier, évidemment, qui propose un projet d'éliminer Paris.
Et je pense que dans cette image, c'est une espèce de mystère, ou peut-être une style d'un film, qu'on peut imaginer avancer le film, et si on l'avance, on aura certainement un projet moderne où on pourrait aller en arrière, et dans ce cas, c'est la modernité qui disparaît et le passé qui revient. Et je pense qu'à ce moment, la France, exactement sur ce moment de basculement, où ce n'est pas peut-être nécessaire de choisir entre modernité ou non, mais c'est quand même un moment important à l'assumer ou non. J'ai fait quelques recherches sur le moment où cette ambiguïté sur la modernité est intervenue. Et j'ai pu reconstruire que, par exemple, jusqu'en 67, elle était très vivante et en France, comme ailleurs d'ailleurs, très populaire. Il n'y avait aucune opposition entre le peuple, disons, et la modernité. Et la modernité est célébrée dans des revues populaires comme Paris Match, et avec un discours et une évidence visuelle, comme dans cette image, que moi-même je trouve toujours convaincant et performante. Donc la France était en pleine possession d'un appareil de propagande pour la modernité, et elle se félicitait d'être dans l'avant-garde de cette typologie. Et même 73, cette mentalité était présente, on pourrait dire, dans tout le milieu et dans tout le cercle. Ce n'était pas une question de politique de gauche ou de droite, c'était simplement universel. Et je pense qu'un film de Jean-Baptiste Playtime, encore de 67, était peut-être un moment d'apothéose. À mon avis, pas du tout une critique sur la modernité, même si c'était un film très drôle, mais plutôt quelqu'un qui est complètement médusé de la beauté du moderne. Une image comme ça l'explique parfaitement, à mon avis. Et pour continuer dans la modernité, il y avait aussi de projets extrêmement performants, pas seulement sur le milieu de business ou sur toute la typologie moderne, mais aussi dans l'habitation. Et j'ai récemment visité Alger, où j'ai vu le projet de Fernand Pouillon, qui, comme vous avez ici, est une très impressionnante forteresse d'habitation avec une figure beaucoup plus libre qui encercle une petite enclave de médiocrité. Et j'ai surtout été étonné par le naturel avec lequel une telle modernité pourrait s'associer avec la vie quotidienne. Donc, tout le critique sur la modernité d'être hostile à ce type d'appropriation était visiblement absurde dans l'évidence de cette intimité et de cette coexistence. Ce qui m'a impressionné aussi sur Pouillon, qu'il y avait évidemment dans les années 60 aussi une très forte connexion entre le milieu architectural en France et le milieu intellectuel. Il était publié par une rédaction de Jacques Lacan. Et donc, on avait un rare moment, et c'est rare dans
contexte mondial de modernité, entre un couplement idéal entre les intellectuels, les architectes, comme si c'était la même chose. En même temps, il y avait évidemment aussi une critique sur la modernité qui commençait peut-être début années 50. Et cette critique, je pense, elle a surtout été établie par ceux qui n'étaient pas architectes, par d'autres domaines, d'autres médias, et surtout dans le film. C'est le film de Godard, deux, trois choses que je sais d'elle, où l'architecture le plus radicale était le décor d'un portrait d'une femme malheureuse et aliénée. Et ça était vraiment le prototype d'une vision de la modernité comme hostile à toute intimité et probablement à toute véritable vie urbaine. Donc, le critique a été commencé par les artistes dans d'autres médias, d'autres domaines, et toujours à travers de très belles femmes, continuer à son apothéose, peut-être avec la Société du spectacle de Guy Debord, encore une fois 67, où Debord a lancé une critique, je pense, vraiment profonde sur la modernité avec sa cartographie de Paris, les différents quartiers dissociés, avec une certaine mise en tension extrêmement raffinée, où il montrait, je pense, voulait montrer la richesse d'une ville existante et la pauvreté d'une ville que nous créons. Donc tout ça a trouvé une espèce de moment de coagulation en mai 68 avec le fameux événement et peut-être le fameux texte sur le pavé de la plage qui hante, je pense, toujours la France. Et si on voit par exemple le projet du Grand Paris, on pourrait le lire comme une hésitation collective entre le pavé et la plage. Sur beaucoup de différentes articulations, camouflage, le vert, le développement sustainable, tout ça évidemment joue avec ce même interprétation de plage, comme la contre-cité. On a essayé de représenter cette relation entre la France et la modernité, où le rouge représente la modernité et le vert le moment de contre-action. Et on voit que depuis le milieu du 19e siècle, le Tour Eiffel, il y avait un enthousiasme ininterrompu qui a commencé à basculer, peut-être seulement autour de Giscard d'Estaing. Et on trouve à ce moment-là un basculement définitif où le contre-modernité est devenu dominante avec des incidents le plus souvent inspirés par l'état de modernité. Et je pense que pour être très bref, l'histoire entre 68 et maintenant pourrait se résumer avec le carrière de Jean Nouvel, qui le plus récemment à Paris Match a publié un projet pour récupérer un bâtiment existant comme celui-là avec des propositions comme ça.
Et il dit, dans la ville musée par excellence, il est souvent plus efficace d'embellir que de détruire. Je laisse ce texte pour ce que c'est, mais quand même, ça montre que la tension entre plage et pavé, ou la tension de mettre en avant le film ou en arrière, reste toujours une importante hésitation dans le littérature français. Et je voulais aussi montrer ce contraste entre l'acceptation de la vie chez Pouillon et l'artificialité de reconnaître la vie dans le nouvelle. Donc, quels sont les produits et quels sont les résultats de cette hésitation? Je pense qu'il y en a beaucoup. Un de ceux est évidemment notre incapacité de reconnaître la vie ailleurs que le centre. Donc, cette hésitation a certainement condamné le banlieue comme une condition obligatoirement secondaire. Donc, avec aucune capacité de vivre et d'être heureux et content. Et donc, on a cette hésitation, à mon avis, à commencer cette dégradation de banlieue comme une inévitabilité historique. Une autre bizarre conséquence, c'est que nous sommes aujourd'hui incapables de reconnaître tous les travaux et tous les projets des années 60, 70 et même 80 comme ayant de valeur. Donc, personne ne comprend plus pourquoi un bâtiment comme celui-là devrait être le patrimoine. Donc, on a une hésitation très forte avec ça de reconnaître notre propre passé. Donc, on est condamné en même temps à une amnésie immédiate, des limites passées immédiates, qui évidemment nous rend pas plus intelligents. Encore pour résumer, l'Express, années 70, et l'Observateur plus récemment. Tout ça, je pense, dans cette même moment d'hésitation. Et maintenant, je ne parle plus, je pense, d'une situation française, parce qu'évidemment, cette hésitation n'est pas forcément seulement française, c'est peut-être une hésitation dans certaines parties du monde, peut-être dans la partie occidentale du monde. Et je voulais impliquer par les images suivantes que cette hésitation nous coûte très cher. Et à mon avis, c'est qu'elle nous coûte le plaisir de vivre. Et elle nous coûte aussi le plaisir de l'inconnu et de l'aventure qui est peut-être l'essentiel de la vie. Parce qu'ici, il n'y a aucune hésitation de lire cette image. C'est une image urbaine d'abord, même s'il n'y a pas de bâtiment. Pourquoi c'est urbain? Parce qu'il y a toute une série de possibilités mystérieuses, peut-être de bonnes possibilités, peut-être de possibilités terribles, qui sont tous connectées avec cette même image. Et on peut voir qu'on est dans une condition qui élargit le possible. Ici, on est aussi dans une situation nocturne, le nocturne contemporain. On voit peut-être pas l'urbain, mais l'espace public défini tel quel est défini par des moyens d'artistes, par le design. Et on commence à reconnaître que peut-être le design est le médium le plus répressif dans le nombre de stratégies
que nous avons imaginé pour dénaturer la ville. Je suis conscient que c'est un mot bizarre, mais la ville a été dénaturée par un excès de design, le design comme moyen d'exclusion. Ici encore, une photo des années 50, ça pourrait être n'importe où, mais il est certain que le type qu'on voit de derrière a avant lui des aventures possibles, dangereuses, heureux, innocentes, coupables. Rien n'est évidemment exclu. Et maintenant, on regarde l'homme moyen moderne contemporain et on voit que la dimension de l'aventure est complètement évacuée de ce paysage. On est forcément innocente et dans cette valise, il y a rien d'autre que peut-être un changement de sous-vêtements. Rien de plus dangereux que ça. Donc, ce n'est pas vraiment forcément un problème, et certainement ce n'est pas aussi l'urbain qui nous reçoit. C'est une situation beaucoup plus limitée et exclusive. Ça, c'est l'urbain classique, l'urbain actuel, avec toute la contribution de promoteurs, d'architectes et d'hommes politiques, et évidemment aussi la population qui l'accepte sans trop de protestes. La situation d'urbain désolat, vide, aliéné, triste, et maintenant la tristesse actuelle qui est peut-être encore plus forte. Est-ce que c'est pire d'être comme ça ou d'être recevoir une Dan Graham obligatoire comme un élément générique de l'espace public? Moi, je pense que ça, c'est plus triste que ça, finalement. Et je pense aussi que ce type d'art dans le domaine public est finalement peut-être une définition un peu incorrecte qu'on devrait parler dans le futur de l'art dans le domaine d'exclusion. Parce qu'il est évident que ce type d'art est fondamentalement hostile aux cultures multiculturelles qui s'est établie entre-temps dans nos villes et dans notre continent. Donc, pas forcément l'art comme contribution à une savoir-faire ou une ouverture, mais plutôt au contraire. Comme une espèce de blague, notre agence a analysé une image comme celui-là, Isle of Wight, peut-être le parti le plus innocent de l'Angleterre, années 50, période innocente. Et on a regardé tout ce qui n'était plus possible dans notre domaine urbain purgé de tout danger. Par exemple, on ne peut plus montrer de manifestations religieuses dans la ville, donc excluded. Le paix imperméable est le commencement du pédophilie, donc le rideau comme ça interfère avec le CCTV, donc avec l'observation permanente qui est devenue notre security blanket, notre sécurité, l'emblème de notre sécurité. Donc, à vrai dire, la situation comme ça a été évoluée à une terrible exclusion qui, malheureusement, nous ne percevons pas et nous vivons avec comme si c'était devenu normal. Et je pense que dans tout cela, c'est vraiment la génération de 68 qui va bientôt disparaître, qui est responsable ou qui a beaucoup de responsabilités dans tout cela. Donc, on est dans
dans quelle situation à ce moment? On vit dans une absence de manifeste, ça c'est clair, et ça c'est une situation peut-être aussi dramatique, où ici il y a le courbe de urbanisation américaine en Europe, donc tous les deux sont devenus plus ou moins horizontales, c'est pas un problème chez nous, plus un problème. En même temps qu'en Asie, en Afrique et en Amérique latine, on monte une pente plus raide que nous l'avons jamais fait. Et tout ça dans une absence de réflexion architecturale. Donc dans une nuit idéologique complètement non compris. Ce sont les derniers manifestes. Et moi, j'ai essayé de contribuer dans tout ça, peut-être pas de manifeste, mais au moins des excursions et presque journalistiques pour comprendre cette monde ici en pente. Quels sont les phénomènes, quels sont les changements radicaux qu'elles impliquent et comment notre profession peut réagir, peut profiter de ça et peut considérer d'autres ou imaginer d'autres moyens d'action. Ça c'est le tableau, les autres noms. Et je pense que ce que j'ai fait surtout, c'est peut-être théoriser les conséquences du système de marché qui nous a dominé peut-être les derniers 20 ans. Quelles ont été les conséquences de ce système sur l'architecture? Parce qu'évidemment, le système de marché a impliqué un énorme changement du secteur public au secteur privé. Et donc, elle a éliminé le socle sous l'architecte qui était avant un serviteur du bon, qui est devenu désormais un serviteur du privé. Et donc, il a complètement changé de statut. Et je pense que le phénomène actuel du Star Architect, c'est une simple compensation de ce changement qui, évidemment, n'est pas un changement très agréable pour nous. En termes de mes relations avec la France, je me sens comme cet messager qui a rapporté aux Athéniens qu'ils avaient gagné la guerre. Donc, je suis le messager d'un autre monde et je dis à la France, il y a désormais d'autres phénomènes, mais ça a été d'une certaine partie une espèce de dialogue de sourds où ils ont préféré, d'une façon un peu simpliste, de croire que c'était moi qui encourageais le marché, le shopping, la technologie de manipulation, c'est moi qui aimais la ville comme labyrinthe commercial, ou au contraire, j'ai eu seulement la curiosité de voir si on pourrait vivre dans une situation comme ça. Et j'ai constaté que, effectivement, si ça ne donne pas beaucoup de plaisir esthétique le jour, dans cette barre de logement social à Singapour, il y a quand même une énorme vitalité nocturne dans le rez-de-chaussée, où tout devient complètement accessible, transparent et le sein d'une vie merveilleusement riche. J'ai aussi essayé de prendre au sérieux des architectes d'autres cultures et d'autres continents. Chose rare, hier, au Centre Pompidou, on faisait partie d'un groupe de 6 architectes, tous
mâles et 5 de 6 caucasiens. Et cette domination illusoire reste toujours la condition donnée de l'architecture contemporaine. J'ai voulu voir même de beauté dans des bâtiments comme ça, et j'ai dit que le contraste apparemment absurde entre le temple et le résidentiel d'État n'était pas forcément nul ou sans valeur ou sans intérêt. J'ai voulu simplement voir qu'il y avait, dans l'absence de vrais systèmes de planification et de vraies compétences de planification, un autre système qui était peut-être plus proche à Photoshop, où on peut combiner n'importe quel contraste entre le golf course et le résidentiel, comme si Photoshop est devenu notre moyen de composition. On pourrait par exemple combiner très facilement à Shenzhen le centre-ville avec le champ de riz à moins de 300 mètres à part. Donc, les conditions de contraste inimaginables encore 20 ans sont devenues aujourd'hui de réalité énorme. Et ici, peut-être le plus ambigu, la façon où en Asie on vit très facilement avec l'idée du table rase qui depuis le Corbusier est devenue une impossibilité de penser en Europe. Et je pense que c'est surtout ça, c'est peut-être pas une espèce de barbarie de croire en table rase, c'est plutôt le courage de commencer à zéro qui est fort en Asie. Donc, du coup, on a une toute autre typologie de ville, que nous trouvons complètement incohérente, mais qu'on peut aussi analyser comme ville, comme état urbain qui s'établit dans des situations relativement faciles et qui évite des relations relativement difficiles comme de pente ou de montagne. Donc, une ville opportuniste, certainement, mais avec aussi partout la même capacité d'avoir une condition, une culture urbaine dans le prototype qui, chez nous, pour les raisons que j'ai un peu indiquées, ne peuvent pas fonctionner dans la même logique. Et c'est pour ça que j'ai fait des recherches à Lagos, pas forcément pour croire qu'on voyait ici des systèmes d'autorégulation ou des systèmes spontanés d'organisation, mais au contraire pour voir que même ici, il y avait des autres intelligences antérieures, ici dans ce cas des intelligences des ingénieurs, qui avaient prévu dans une situation impossible et invivable quand même des infrastructures qui pourraient organiser et donner le tram d'une condition urbaine complètement au moins originale et extrêmement convaincante sur place, même si c'est la place lui-même est impensable pour nous. C'est pour ça aussi que j'ai voulu voir à Dubaï plus qu'une hystérie vulgaire de tourisme, mais plus qu'un champ de concentration pour le main-d'œuvre indien et de Pakistan, mais plutôt un effort relativement sincère et délibéré depuis les années 74. Chez nous, il y a la crise pétrolière et chez eux, évidemment, la découverte que le pétrole pourrait être un moyen de pression.
de modernisation de leur pays, avec l'application très directe de décideurs. Il n'est pas paradoxal, par exemple, quand on voit ici la cour autour du ministre de la Culture, comment nous sommes en même temps méprisants pour des images comme ça avec des leaders sur place. Ce qui me gêne dans tout ça, dans toute notre incapacité de comprendre ou incapacité de voir et notre jugement moral surtout dans des conditions comme ça, nous parlons de evil paradises, le paradis evil, pire que méchant, de l'intellectualisme occidental. Donc, je ne veux pas dire que la France est pire que le reste. Je pense que la France rentre facilement dans la façon typique occidentale de regarder tout ce phénomène, mais qu'elle fait partie aujourd'hui du même triste moralisme de réflexion automatique qui, quelque part, nous aveugle pour ce phénomène et en même temps nous met dans une situation de supériorité illusoire. Donc, j'ai voulu parler à tout le monde, communiquer, pas seulement dans le monde occidental, dans la France, mais vraiment partout. Le seul profit qu'on peut aujourd'hui avoir d'une situation autrement assez décadente de l'architecture, c'est une présence dans différents forums, dans différentes langues, pour communiquer ce résultat. Je pense que le problème de notre incapacité de vraiment comprendre la ville, on pourrait le résumer avec un seul nom, Vancouver. Parce que paradoxalement, Vancouver, une ville canadienne, pacifique, est devenu le modèle, donc le modèle in absentia d'autres modèles, c'est devenu le modèle de la ville plus ou moins correcte, plus ou moins sympathique, plus ou moins blablabla. Et donc, notre incapacité de moderniser notre propre concept de l'urbain a mené à une terrible faux urbanité qui est partout, qui nous entoure ici à Bordeaux. On n'y échappe pas. Une médiocrité, un symbolisme de développement durable du pire cynisme vert, avec une nullité d'espace public qui vraiment est devenu un espace d'exclusion radicale, toujours plus radicale. Moi, notre agence a commenté, essayé d'échapper à tout ça, pas seulement par notre activité de recherche, mais évidemment aussi comme architecte. Si ça, c'est la ville d'aujourd'hui, si ça, c'est un collage de tous les chefs-d'œuvre des architectes majeurs des derniers 10 ans, si on le voit ensemble, c'est évidemment un spectacle assez triste parce qu'il n'y a qu'une plus-valeur. On dirait même l'un nuit à l'autre. Donc, pour éviter tout ça, on a lancé il y a quelque temps l'idée d'une architecture générique, peut-être inspirée par Erasmus, Luther et Calvin, où on a assumé notre calvinisme et proposé une architecture générique qui pourrait diminuer notre unicité,
notre spécialité est donc travailler avec d'une façon très directe pour rénover quelque part le terrain. Et là encore, il y a l'incompréhension de la France. Remcolas, dans son postulat selon lequel existerait une ville générique, semble admettre que n'importe quelle situation est possible et que l'on peut se débarrasser du contexte. Donc, je suis vu comme monsieur anti-contexte. Et même une image comme ça qui montre qu'au contraire, nous, on est des fétichistes du contexte, comme les autres, comme tout le monde, reste ambigu. Je voulais finir cette présentation bref avec une petite excursion dans le domaine que je suis en train de rechercher maintenant, parce que, évidemment, on vit le moment de l'apothéose de la ville, au même moment où il y a une absence complète de théorisation. J'ai toujours été fasciné par la connexion entre ces deux. Mais je me pose maintenant la question, si tout le monde rentre en ville, qu'est-ce qui se passe dans le non-ville? Qu'est-ce qui se passe dans la campagne? Qu'est-ce qui se passe dans le terrain abandonné? Et je fais ces recherches dans le pays peut-être aujourd'hui le plus exotique du monde, la Suisse, où j'ai rencontré cet été beaucoup de choses étonnantes, parce que, par exemple, il y a même en Suisse de l'art de la montagne, donc l'espace public est devenu un système très agressif qui nous rencontre partout et qui ne nous laisse jamais libres. C'est peut-être vraiment le temps de nous mobiliser contre ça, parce qu'autrement on sera tous en prison de l'art public. Ici, on voit une chambre plus ou moins spontanée, mais j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de fermier, pas de ferme même, mais que ce travail était fait par le fonctionnaire d'État pour maintenir l'image d'une paisible avec une alternance de champs, culture, horticulture, agriculture et nature. Et j'ai même vérifié, mais je n'ai pas osé photographier, que le main-d'œuvre était comme à Dubaï, indien. Donc ça, c'est vraiment le paradoxe peut-être ultime que en Suisse ou en Dubaï, en pleine ville ou en plein non-ville, on est obligé de maintenir pour nous le même système. Donc une image comme ça, c'est un village plus ou moins authentique, mais aujourd'hui, elle est divisée en deux sortes d'absence. Il y a l'absence de la population qui est originale, et il y a aussi l'absence, la plupart de l'an, certainement 50 semaines, des propriétaires qui vivent ailleurs. Donc, on a un système, une situation très paradoxale où le village, en soi vide, est obligé d'étendre, de devenir plus grand pour accommoder ceux qui veulent vivre là pour 2 semaines. Second home. Donc on a en pleine ville une explosion de voitures très performante, et une image comme ça, on ne peut plus le regarder comme une image innocente, une ruine plus ou moins sympathique. C'est peut-être le commencement d'une reconstruction extrêmement artificielle d'une deuxième maison,
complètement privatisé, voué à une obligation de détente très très dure, comme on voit dans le furniture, avec ici l'intérieur minimaliste qu'on attend. Certainement, les propriétaires sont dédiés au développement durable, mais on voit à la prolifération de coussins que leur vie est quand même très dure, que les tensions qu'ils doivent absorber ne sont pas négligeables. L'entrée pour le garage, peut-être un bunker aussi pour la sécurité nucléaire. Tout ça compte en termes d'absence de logement. Donc, dans le même village, 600 personnels du poste licenciés. Donc, ils doivent disparaître à la ville. Et on se rend compte qu'on a la seule population permanente, c'est une population complètement autre qui maintient la maison, les enfants, la communication et le chien. Merci. Et merci d'avoir proposé cette interprétation de l'ordinaire, qui n'est pas, contrairement à ce que je craignais, le contraire de l'extraordinaire. Je suis venu ici pour la première et la dernière fois avant cette fois-ci, en 2000, pour voir l'exposition Mutation. Et Rem Koolhaas m'a beaucoup énervé à ce moment-là. Donc depuis 9 ans, j'attends de l'avoir en face de moi pour lui dire mon énervement à ce moment-là. En fait, il s'est un peu calmé parce qu'il y a eu 2 changements dans ma vie. D'une part, je suis allé dans ce pays très exotique, qui est la Suisse, et j'ai rencontré aussi davantage de représentants de cette espèce très exotique que sont les architectes. Et donc, j'ai appris progressivement, puisque je travaille dans les PFL avec, entre autres, des architectes, beaucoup d'architectes, j'ai appris à essayer de les apprivoiser en accommodant à l'infini pour essayer de regarder à la fois ce dont ils parlent et ce qu'ils disent, et de ne pas chercher à les comprendre au premier degré, parce que ça, j'ai compris que c'était sans issue. Et à ce moment-là, je m'aperçois que je suis souvent d'accord avec eux, même si le mot être d'accord avec n'est pas forcément le bon. Disons que je peux me mettre en empathie avec eux sans chercher totalement à faire une traduction mot à mot de ce qu'ils disent, mais en me détachant un peu, en écoutant la musique de leurs mots. À ce moment-là, il se passe quelque chose comme quand on a quelques bribes de connaissance d'une langue étrangère et qu'on commence à comprendre vaguement le sens des phrases. Alors, tout ça pour dire que ce que je vais dire, même si ça vous apparaît contradictoire ou inverse de ce que Rem Koolhaas vient de dire, en fait, à mon avis, c'est la même chose. Alors, peut-être la vraie question qu'il pose, c'est qu'est-ce que c'est être moderne, puisqu'il
il nous a fait un parcours superbe, je trouve, d'une histoire de la modernité en quelques images, et du fait que peut-être la société française, mais probablement il la prend comme une métonymie d'autres sociétés, et d'autres sociétés se sont brouillées avec la modernité. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un problème dans l'engouement des années 60 et 70 de la France pour la modernité? Est-ce que ce n'était pas une modernité d'abord très liée à quelque chose qui allait bientôt devenir très vieux, qui était l'étatisme, le fait qu'il y a un seul acteur, donc que l'État, par exemple De Gaulle, s'entoure de quelques conseillers, qu'il envoie un préfet en hélicoptère pour régler les problèmes de l'Île-de-France, et que tout va se régler avec un démiurge. Et finalement, l'architecte, à ce moment-là, entre bien dans ce cadre-là, parce qu'il a lui-même un imaginaire de démiurge, donc il est un démiurge qui parle avec d'autres démiurges. Et si on regarde les choses sous un autre angle, mais je dis la même chose, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la modernité de Le Corbusier, de la Charte d'Athènes? Est-ce qu'il n'y a pas une énorme contradiction entre la modernité dans la construction de la maison, dans l'architecture proprement dite, et l'archaïsme total de sa vision de la ville? Est-ce que, en croyant que la ville était l'œuvre de celui qui fait la ville et non pas l'œuvre de ceux qui y vivent, est-ce qu'il n'a pas fait une erreur monumentale qui fait que, bien sûr, la société a fini par se brouiller avec lui, mais sans pour autant qu'on puisse considérer que c'est une mauvaise nouvelle, peut-être au contraire une bonne nouvelle. Dans cet esprit, on pourrait dire, mais là vous allez voir que c'est même pas l'inverse, je dis vraiment ce que vient de dire Rem Koolhaas, mais peut-être en enlevant les éléments d'inquiétude, peut-être dans une version plus optimiste, plus ouvertement optimiste. Au fond, l'urbanisation s'achève. Dans le schéma qu'il a montré, le delta de la rivière des Perles apparaissait comme étant la troisième concentration urbaine seulement en 2020. Je crois que c'est déjà fait, c'est déjà la première concentration urbaine, donc autour de Canton, de Hong Kong, Shenzhen. Et donc, nous allons devoir apprendre à vivre avec un espace urbain relativement stabilisé. Il n'y aura plus de stock de ruraux à faire venir dans les villes dans quelques décennies. Ces stocks ruraux se vident très très vite en Chine et bientôt en Inde. Et donc, nous allons peut-être achever l'urbanisation et commencer l'urbanité. Je trouve que c'est d'autant plus une bonne nouvelle que, comme Rem Koolhaas l'a bien montré à propos de Lagos, on pourrait le montrer avec d'autres villes qui sont en apparence peu gouvernées, il y a une intelligence sociale des urbains à fabriquer non seulement de la vie quotidienne au sein de la multitude et au sein du désordre, mais aussi du système. Ce ne sont pas seulement les urbains qui s'en sortent, c'est la ville elle-même. Et donc ça peut rendre modérément optimiste sur la capacité des humains à faire de la ville proprement. Alors, moi je suis un vancouvériste. Je pense que le rebond de la ville nord-américaine par rapport à ce qu'elle était devenue, c'est-à-dire un rejet total de l'urbain, un rejet total de l'exposition à l'altérité, un rejet total de l'espace public, un rejet total des transports publics. Et à Vancouver, grâce aux Asiatiques d'ailleurs en partie, hein, qui eux ont apporté leur culture de la densité de l'espace public. Moi j'ai l'impression qu'il ne faut peut-être pas cracher dessus, mais en même temps je comprends bien que Rem Koolhaas vise autre chose, a d'autres exigences, et il nous dit maintenant que nous avons gagné la bataille des Thermopyles, essayons, enfin, je ne sais pas si c'était la bataille des Thermopyles, bon, en tout cas une bataille, disons, pour
dire que la ville, c'est notre civilisation, à ce moment-là, peut-être qu'on peut essayer de faire que cette civilisation soit en plus intéressante. Mais parfois, et donc là je m'approche de la question que je voudrais lui poser, parfois j'ai l'impression qu'il manifeste, peut-être au nom de toute sa profession, une nostalgie que j'appellerais hegelienne. Hegel, le philosophe Hegel, se plaignait que la société bourgeoise sonne le glas de l'héroïsme. L'héroïsme dont il attribuait la possibilité uniquement aux États. Napoléon, voilà, ça c'était un héros. Et je pense en effet que l'urbanisme napoléonien est en train de mourir. Il a encore quelques beaux restes en Chine, mais je pense que ça ne va pas durer. Et je me demande si Rimpolas, quand il stigmatise l'ennui finalement, ou la laideur, ou la médiocrité qu'on peut trouver dans nos villes, ne mélange pas la fin du tragique, qui à mon avis est une bonne nouvelle, et la fin du drame, qui, elle, serait une très mauvaise nouvelle. Donc au fond, la question, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire du drame, à faire que, par exemple, l'espace public ne soit pas une configuration sinistre d'objets matériels mignons ou jolis, mais que ce soit un événement. Un espace public, c'est un événement, sinon ce n'est pas un espace public. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même la possibilité de faire le deuil de l'urbanisme napoléonien et d'annoncer la bonne nouvelle, soyons un peu missionnaires, d'un urbanisme de l'habité. Il y avait, quand j'étais à Berlin, il y avait une publicité pour Ikea qui disait Wohnst du noch oder lebst du schon? Est-ce que tu habites encore ou est-ce que tu vis déjà? Tu vis, si tu vas chez Ikea, t'acheter des meubles. Et moi, j'aurais envie d'inverser. C'est est-ce que tu vis encore ou est-ce que tu habites déjà? Et il me semble que la ville, c'est un bon lieu d'expérience pour essayer d'habiter, c'est-à-dire à la fois de fabriquer son aventure personnelle et en même temps de rendre possible l'aventure des autres. Je pense qu'en fait, nous partageons cet idéal et je voudrais demander à Rimpolas comment il pense qu'on pourrait le rendre un peu plus réel. Il est évidemment un peu difficile de répondre parce que vous avez raison en beaucoup de choses. Mais la seule mission, et je pense que vous avez surtout raison de parler du deuil et comment on peut vivre une deuil et en même temps recommencer d'une façon optimiste. Mais le seul sujet qui me préoccupe aujourd'hui, ce soir, c'est notre incapacité de voir le commencement ou la raison de cet optimisme là où elle se produise. Donc, c'est le seul, disons, comprendre la situation mieux que nous, parce que risque au moins lourdement nous dissocier d'une participation réelle à ce même phénomène et d'en profiter en termes de leçons qu'on pourrait comprendre. Et je comprends que vous êtes vancouverienne, mais moi je pense que vous êtes un peu lazy. C'est un peu trop paresseux. Parce qu'il y a de meilleures possibilités de vivre. On a encore le temps de réagir. Moi j'aime bien, je suis comme vous, j'aime bien Dubaï, parce que contrairement à Mike Davis, vous et moi, nous y sommes allés. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était une ville intéressante, que c'était une vraie ville compliquée. Et j'ai vu aussi que c'est la première ville indienne qui sort du sous-développement. Et c'est inattendu.
Et je trouve que je me suis fixé le programme d'aller dans toutes les villes de plus de 10 millions d'habitants. Et donc j'arrive près de la fin. J'ai encore Lagos à voir et quelques autres. Ce qui me frappe, c'est qu'on est toujours surpris. C'est que la ville, l'urbanité sont toujours capables de nous surprendre. Et peut-être une question que je voudrais vous poser, est-ce que parfois vous n'avez pas tendance à penser qu'il faut de belles maisons pour faire une belle ville? Parfois vous montrez des photos d'immeubles. Et c'est normal, vous êtes architecte. Mais il y a un architecte, je ne sais plus lequel, qui a dit qu'il fallait de la mauvaise architecture pour faire de la belle ville. On n'en est peut-être pas très loin quand vous parlez d'architecture générique, mais est-ce que vous n'hésitez pas, justement, entre l'idée que ça n'a aucune importance, finalement, l'esthétique de chaque maison et la qualité urbaine, que ces deux choses n'ont rien à voir, finalement, ou quand même, puisque vous êtes à la fois architecte et urbaniste, vous essayez de réconcilier ce qu'on agissait dans l'intérêt un peu plus grand qu'un individu particulier qu'on pourrait identifier, et pour son profil, pour son image, pour son... Donc ça, c'est une dimension extrêmement dramatique quand même. Et autrement, je voulais simplement dire que j'ai aucune peine à réconcilier les deux rôles, parce que je ne pense pas que j'ai une obligation de le réconcilier. Je suis de temps en temps très confiant. Donc lisons de bord. S'il y a des questions, qu'est-ce qui m'aide? Personne, on va lever la séance. Donc, si vous voulez prolonger l'échange. Ça peut être un peu l'enjouement qui n'est pas très facile pour poser des questions. C'est vrai. On est désolé de vous accueillir dans ces conditions, mais c'est juste avant l'ouverture d'une exposition le 9, et là on est dans le chantier, on a réussi à réserver cette travée. On n'interrompt pas le chantier aujourd'hui. Levez la main, c'est vrai que c'est pas... C'est pas nécessaire. C'est ça, c'est pas nécessaire, oui. Est-ce que, entre-temps, est-ce que je pourrais demander une question? Qu'est-ce que vous pensez sur le moment actuel en France, quand même? Parce que j'ai préparé un discours pour le français. Comment vous voyez cette situation? Pas comme exceptionnelle, ou vous voyez aussi... Maintenant, je suis devenu un étranger comme vous, je vis en Suisse. Donc je regarde la France avec des yeux un peu écarquillés, comme les vôtres, sans toujours comprendre ce qui se passe. Et je pense que le pouvoir de l'exécutif qui reste fort en France, l'illusion du pouvoir de l'exécutif fait que souvent la vie politique procède par trahison, un peu comme quand De Gaulle était arrivé au pouvoir en disant qu'il défendrait l'Algérie française, et finalement il s'est rendu à l'idée qu'il fallait l'indépendance de l'Algérie. Et donc je me demande s'il ne faut pas interpréter de cette façon le Grand Paris. Je pense que le Grand Paris, c'est peut-être une manière paradoxale de faire que la société francilienne, parisienne, s'empare réellement de la question urbaine qui lui appartient. À mon avis, ce n'est pas l'État français qui va régler la question de la métropole parisienne. Ce ne sont pas seulement 10 brillants architectes.
peut-être le plus intéressant dans cette histoire du Grand Paris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'exposition, à la Cité de l'Architecture. C'est pour le moment le principal fait positif que je vois. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà, on a un public captif, quand même. Merci.